Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder un dernier point sur ce premier chapitre sur les migrations internationales. En effet, nous allons voir rapidement une histoire des migrations en essayant de comprendre pourquoi les migrants sont de moins en moins bien reçus. Et nous allons aussi voir la fermeture des frontières dans le monde d'aujourd'hui. Dans la vidéo précédente, nous avions vu qu'il y avait 3 types de pays dans les migrations. Le pays de départ, le pays de transit et le pays d'arrivée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à cette dernière catégorie, les pays qui vont recevoir les migrants. Et nous allons donc voir que le monde subit un processus de fermeture des frontières avec une migration qui devient de plus en plus sélective. Afin de bien comprendre ce processus de fermeture des frontières, il est important de comprendre pourquoi la réception des migrants dans les pays considérés comme développés a évolué. Dans ce petit rappel historique des migrations, on va prendre le point de vue des pays occidentaux, donc de l'Europe et des États-Unis. La migration vers l'Europe prend ses sources dans la période industrielle. En effet, à partir de 1850, l'Europe s'industrialise, elle a besoin d'ouvriers non qualifiés pour aller travailler dans les usines, mais aussi pour contribuer à la modernisation des villes, avec la construction de bâtiments importants ou d'avenues, donc des processus vraiment propres au 19e siècle. Dans un premier temps, les migrants vont venir de l'Europe du Sud, des pays qui ne sont pas trop industrialisés et qui voient donc dans leurs voisins des hôtes capables de leur offrir une vie meilleure. Donc on va avoir beaucoup de migrants par exemple espagnols ou italiens qui vont se rendre en France. Le 19e siècle est aussi un moment où les empires coloniaux sont importants et ces empires coloniaux vont favoriser les migrations. On va ainsi avoir par exemple en France une arrivée importante d'ouvriers en provenance de l'empire colonial français et notamment par exemple du Maghreb. Dans ce contexte d'industrialisation, cette migration elle est très bien perçue, puisque finalement ce sont des gens qui viennent faire des travaux qui sont de moins en moins appréciés par les Français, et surtout, ces migrants ils viennent participer à la croissance économique des pays occidentaux, puisqu'ils viennent travailler dans les nombreuses usines, ils viennent aider à construire les villes, donc ils contribuent au développement de ces pays. Ces migrants ils viennent aussi compenser les pertes démographiques qu'ont causé les 2 guerres mondiales. La photo que vous voyez ici vous présente un quartier de migrants installé à Villeurbanne, donc dans la banlieue lyonnaise, où on voit qu'ils vivent dans des conditions précaires, mais ces populations qui se contentent finalement de peu vont travailler et donc elles vont être extrêmement bénéfiques pour la France. Donc jusqu'aux années 1960, cette migration elle est bien perçue. Alors attention, bien sûr, parfois elle va susciter du racisme, il va y avoir des résistances. Cependant, à partir des années 1960, les choses vont changer radicalement. Les migrants vont être de moins en moins bien acceptés et cela s'explique par un processus géographique, la délocalisation. Pour rappel, la délocalisation, c'est lorsqu'une entreprise implantée dans un pays va implanter un pôle de production dans un autre pays. Le plus souvent, il s'agit finalement des usines qui vont être délocalisées. Alors ces processus de délocalisation, ils s'étendent sur le temps. Le premier exemple de délocalisation remonte au 19e siècle, mais c'est à partir des années 1960 que ce processus s'est accentué, et ce sont des processus qui sont encore aujourd'hui en cours. On peut ainsi prendre l'exemple de Renault, un constructeur automobile français, qui l'année dernière a transféré ses usines qui produisaient des Clio de Flins dans les Yvelines à plusieurs usines en Turquie et en Slovénie, puisque effectivement l'exemple de délocalisation le plus connu est la Chine, mais il faut bien se rendre compte que c'est bien plus complexe que ça. Vous le verrez bien plus en détail l'année prochaine, c'est ce qu'on appelle une chaîne de valeur ajoutée. Quoi qu'il en soit, la conséquence de ces délocalisations est une chute du nombre d'emplois en France et de manière générale dans les pays considérés comme développés. En effet, ces pays qui ont été industrialisés, qui étaient donc très industriels, ont délocalisé leurs usines dans d'autres pays, dans des pays en développement, des pays sous-développés, où la main-d'œuvre étant moins chère, cela permettait donc aux entreprises de faire des grandes économies sur la production de leurs produits. Ce faisant, les pays développés ont besoin de beaucoup moins de main-d'œuvre non qualifiée, et on va même avoir l'apparition de graves problèmes de chômage, puisque les ouvriers qui travaillaient dans les usines françaises, par exemple, vont se retrouver licenciés, vont se retrouver sans emploi et donc au chômage. Dans cette situation, un migrant qui n'est pas qualifié, qui arrive dans un pays qui a délocalisé ses usines, va être perçu comme un nouveau chômeur, comme une personne qui va se rajouter à une population assez pauvre qui est au chômage. Ce raccourci est souvent utilisé par des mouvements politiques, notamment par l'extrême droite, comme le montre cette affiche politique. Pour autant, il ne faut pas occulter le fait qu'effectivement, ces migrants non qualifiés qui arrivent dans des pays où souvent ils parlent difficilement la langue, ils ne connaissent pas la culture, eh bien ces migrants vont renforcer, ils vont augmenter le nombre de chômeurs dans le pays. On a ici par exemple des statistiques qui nous montrent que parmi les chômeurs québécois, on va avoir une part
beaucoup plus importante de population immigrante que de la population née au Canada. Cela s'explique à la fois par le manque de diplômes, par le manque de maîtrise de la culture et aussi parfois par un certain rejet des employeurs locaux qui vont plutôt préférer prendre un Canadien de naissance. Cela s'appliquant bien sûr à tous les pays concernés par des grandes vagues de migration. La délocalisation des pays développés va donc changer la manière de recevoir les migrants, puisque si avant ils étaient perçus comme de nouveaux travailleurs qui allaient contribuer au développement du pays, dorénavant ils sont perçus comme de nouveaux chômeurs, des personnes qui vont vivre des aides, qui ne vont pas pouvoir travailler, qui ne sont pas qualifiées et donc qui vont réduire le développement du pays, qui vont freiner ce développement. On a donc une inversion totale de la situation et de la perception des migrants. Ce sont ces évolutions économiques à l'échelle mondiale qui vont expliquer que la migration va devenir de plus en plus sélective. On va avoir un tri dans l'acceptation des migrants. En effet, face à ces pays développés qui ont de moins en moins besoin de migrants et en même temps des migrations qui ne cessent de s'intensifier, on va avoir un processus de tri des migrants. C'est-à-dire que les entrées légales de migrants dans les pays sont limitées, elles sont contrôlées. Et ça me permet ainsi de revenir sur une question pertinente qui m'a été posée par un de vous. On me demandait pourquoi les migrants décidaient de se diriger vers les États-Unis ou vers l'Europe, qui étaient assez fermées à l'immigration, alors qu'elles pourraient aller en Australie ou au Canada, qui, on l'a vu, déployaient des publicités, des campagnes pour encourager l'immigration. Alors, dans un premier temps, il faut se rendre compte qu'un habitant d'un pays en développement, un pays pauvre, ne va pas forcément avoir une éducation aussi bonne que celle dont vous disposez. Cela s'explique par des contextes d'enseignement très difficiles, avec un manque de matériel. Par exemple, il est beaucoup plus difficile de connaître le monde si on n'a pas accès à des cartes du monde, à Internet, à l'outil numérique, etc. Dans certains endroits, les enseignants eux-mêmes ont peu de connaissances sur le reste du monde. Et donc de ce fait, ils ne vont pas forcément avoir une connaissance géopolitique aussi précise que la vôtre. Donc concrètement, leur connaissance du monde, elle va souvent passer, certes par l'école, il va avoir une connaissance des histoires des grands pays, mais elle va être beaucoup plus réduite. La connaissance, elle va aussi passer par les médias, notamment par la télévision. Le divertissement qu'on va avoir partout dans le monde, et en particulier dans des pays qui n'ont pas de production cinématographique, puisqu'ils n'en ont pas les moyens, eh bien ça va être Hollywood, ça va être les productions américaines. Ces films qui sont un moyen de montrer la puissance et à quel point les États-Unis est un pays bien, agréable, meilleur que les autres, va diffuser une image assez fausse, une image idéalisée des États-Unis d'Amérique. Et donc on va avoir ce qu'on appelle l'American Dream, c'est-à-dire le rêve américain, où il y a une idéalisation d'une vie aux États-Unis. Et donc beaucoup de migrants veulent aller aux États-Unis parce qu'ils sont influencés par cet American Dream, par les médias, par la télé, par le cinéma, etc. Si vous avez l'opportunité de vous rendre dans des pays relativement pauvres, vous serez surpris par exemple de voir souvent des publicités où on va voir des personnes blanches alors que ce n'est pas du tout de l'ethnie dominante. Donc ce sont d'autres débats sur le néocolonialisme que nous n'avons pas le temps ni l'opportunité d'aborder dans cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions à ce sujet si cela vous intéresse. À cette idéalisation des États-Unis d'Amérique ou de l'Europe, on va avoir en plus un système de filtration des migrations. Il faut bien comprendre que le Canada et l'Australie vont mettre en place des politiques d'immigration. Effectivement, ces pays veulent des travailleurs, mais ils ne veulent pas de travailleurs non qualifiés. Ils recherchent des diplômés, ils recherchent des gens qui sont formés, qui vont pouvoir avoir des postes importants et donc contribuer au développement économique de ces pays. Ainsi, l'Australie comme le Canada disposent d'un système de points qui est basé sur l'âge, le niveau et le type de diplôme, mais aussi la maîtrise de la langue et de la culture. Ces pays accueillent des migrants, mais pas tous les migrants. Il faut être préparé, il faut être bien préparé pour aller s'installer dans ces pays. Donc encore une fois, il y a deux migrations, la migration des diplômés et la migration des non-diplômés, c'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Donc face à cette volonté de filtrer les migrations, ce qui va se mettre en place à travers le monde, c'est le déploiement de grandes barrières, de grands murs qui visent à retenir les migrants illégaux. On a la construction de grandes barrières partout dans le monde et surtout dans les pays développés. Donc on va en avoir énormément en Europe, avec les frontières notamment sur la route du Moyen-Orient et de l'Afrique. On va en avoir le plus célèbre, qui est le plus représentatif sans doute, c'est le mur américain avec le Mexique. Sur cette photo, on voit bien le mur qui délimite le Mexique à droite avec la ville de Tijuana et à gauche les États-Unis. Mais on va aussi en avoir en Inde par exemple face au Bangladesh. Il s'agit du mur le plus long du monde, il fait plus de 4000 km. Donc les États prennent la décision de fermer les frontières, ils mettent des politiques anti-migration en place. Et cela s'explique par ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire le fait que les migrants vont renforcer le chômage et le nombre de dépendants. Rappelez-vous ce concept que nous avions vu,
Les dépendants sont ceux qui ne travaillent pas, donc ceux qui sont dépendants de l'État et qui vont coûter de l'argent à l'État finalement. Avant de clore cette vidéo, il me semble important de relativiser les effets négatifs de l'immigration. En effet, l'immigration est loin d'avoir d'effets seulement négatifs et c'est ce que je vous propose de voir très rapidement en guise de conclusion de cette vidéo. En effet, je l'avais déjà évoqué dans la vidéo précédente, les migrants sont acteurs de la transition et du développement de leur pays d'origine par l'argent qu'ils envoient à leur famille rester là-bas. Donc on a un cercle vertueux où les migrants qui vont migrer dans des pays développés vont travailler et développer leur pays et donc freiner ces migrations. À côté de ça, on va avoir aussi une immigration qui va contribuer à la richesse des villes. Elle va permettre aussi de lutter contre le vieillissement démographique, on l'avait vu dans le dernier chapitre, puisque souvent les migrants sont des personnes relativement jeunes. Et enfin, elles vont surtout permettre un métissage culturel qui va souvent être très productif. Alors ce métissage, il va pouvoir s'observer dans beaucoup de domaines, notamment dans les domaines artistiques, sportifs, gastronomiques, et ils vont transformer les paysages des pays. On peut évoquer par exemple les quartiers asiatiques avec Chinatown, à New York par exemple. Ces métissages culturels qui donnent accès justement à toutes les cultures au sein des métropoles contribuent à façonner le monde mondialisé d'aujourd'hui. Je vous renvoie à ce que nous voyons depuis le début en histoire et en géographie. Le monde d'aujourd'hui est justement le fruit de ces contacts, de ces mélanges entre les espaces culturels différents. Maintenant que nous avons vu la réaction des États face aux migrations, dans la vidéo suivante, nous verrons les débats, les réactions des sociétés face à cette question des migrants, et vous réaliserez un croquis à partir d'un texte de conclusion sur ce premier chapitre. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne journée.